des tendances divergentes ont été observées dans le chef de l'opposition. C'est le cas de la plateforme politique Lamouka où Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito sont à couteau tiré. Et puis pour la première fois, le G7 est dépassé par les BRICS en termes de contribution au PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Ceci s'explique par la forte croissance économique qu'enregistrent la Chine et l'Inde. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Commençons par cette info. Inspection des positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire de Massissi et celui de Niragongo. Le chef d'état-major, le général-major Christian Chiwewe, est allé réarmer le moral des militaires congolais. Ce lundi, le chef des FARDC a pris langue avec des troupes au front pour transmettre le message du président Félix Tshisekedi, commandant suprême de l'armée congolaise. Suivez. Message à Mokonzi Mboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, il y a encourager Bino Mapinga pour résister, pour appeler na front et na première ligne. Poursuivant sa mission de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a inspecté ce lundi 10 avril 2023 les positions avancées des FARDC sur les collines de Lupango au nord-ouest de la cité de Sake en territoire de Massissi et à Roussayo en territoire de Niragongo. Le commandant en chef de l'armée congolaise a palpé de doigt les positions des vaillants militaires qui défendent la patrie. C'était l'occasion de réarmer moralement les troupes. Pour travailler sur la condition où il y a bien. Est-ce que tu es gagné? Vous allez respectuer. Bo respecter ba konzi na bino, bo kimate, bo zalande mosala na biso to pona to prêter serment à cause de ça. Donc toza wana pona ko protéger population na biso. Est-ce que tu es gagné? Oui, mon général. Nazo kendembango, on va trouver une solution rapidement. Les instructions fermes et orientations leur ont été données pour la défense de l'intégrité du territoire. Il a salué par la même occasion le travail de titan abattu par l'armée régulière. Accompagné par le commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, qui explique ici la tournée du chef d'état-major général dans cette contrée. Nous avons commencé par le Grand Nord avec l'évaluation opérationnelle Suja. Donc, après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et de là aussi, il a poursuivi ses évaluations. Nous sommes retournés ici au Petit Sud, comme vous l'appelez souvent, et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qu'il a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Sake. La journée a été clôturée par une séance de travail avec les commandants de la force régionale de l'EAC à l'état-major de cette force. Une brève dans ce journal. Alors que le 4e round de négociation de Nairobi se prépare, le professeur Serge Tshibangu, mandataire du chef de l'État à ce processus, fait une mise au point en forme de démenti aux allégations qui affirment que la République démocratique du Congo négocie avec les rebelles du M23. Faux, la RDC ne négocie pas avec les M23, dit-il. Il précise que tout a été bien défini par le communiqué de Luanda du 23 novembre 2022, ce communiqué stipule un cessez-le-feu immédiat et sans condition et le retrait du M23 des territoires occupés. Autre chose à présent, parlons sport. En prélude du 9e jeu de la francophonie, le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité le samedi 8 avril dernier les différents sites qui abriteront ces assises. Commencé au stade des Martyrs en passant par le stade Tata Raphaël, cette visite s'est terminée à l'université de Kinshasa, site qui recevra les différents athlètes. Blessid Kouzela au commentaire. Du Congo, Félix Tshisekedi a visité le samedi 8 avril 2023 le chantier où se déroulent les travaux de construction des infrastructures destinées à accueillir le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa qui démarre au mois de juillet prochain. Il était question pour le chef de l'État de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction et réhabilitation sur ces différents sites retenus pour ces grands événements.
accompagné du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, du ministre des Sports Claude-François Kaboulo-Mwana Kaboulo, du ministre en charge des infrastructures Alexis Guissaro, ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka. Le chef de l'État a débuté sa ronde au stade des Martyrs de la Pentecôte, où il s'est imprégné de l'évolution des ouvrages réalisés avec le concours de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, à savoir le gymnase jumelé et le stadium de basketball. Ainsi, le taux d'exécution des travaux du gymnase jumelé, un complexe de 2 terrains réservé aux compétitions d'une capacité de 3000 et 2000 places, est estimé à 80%. Actuellement, les travaux sont au stade de finition et il ne reste que l'installation de la climatisation centrale dont les équipements commandés à l'étranger sont attendus dans les prochaines semaines. Ce gymnase, d'après les prestataires, sera prêt d'ici la fin du mois de mai. Quant au stadium de basketball destiné aux entraînements, avec sa capacité de 200 places, l'on note des avancées significatives. Cependant, les avancées constatées sur les sites du stade des Martyrs tranchent avec la stagnation observée au stade Tata Raphaël où les travaux piétinent. L'occasion a été donnée au chef de l'État d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Pour assurer de la bonne tenue de ces 9e Jeux de la francophonie en RDC, le président de la République s'est aussi rendu à l'université de Kinshasa. Sur place, Félix Tshisekedi a visité le home destiné à l'hébergement des athlètes. Les niveaux d'exécution des travaux de ces sites avoisinent le taux de 85% et le bilan est à cet effet largement positif. D'où la nécessité de mener quelques travaux de finition au niveau de la plomberie, des circuits électriques et autres aménagements de voies de secours. Avec 1950 chambres déjà disponibles, ce site est donc prêt à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus. Parlons politique, si dans le camp du pouvoir en place, les stratégies sont en train d'être montées pour la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays aux prochaines élections, dans l'opposition, par contre, l'on assiste à des tendances divergentes entre certains leaders. C'est le cas de Lamuka où Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito sont à couteau tiré pour le présidium de ce label. Quel sera le sort de ces derniers à l'approche des élections? Tentative de réponse dans ce dossier réalisé par Enoch Issei. Il faut dire qu'au-delà de l'existence légale ou pas de la Mouka, la vraie bataille à ces jours se base sur l'héritage d'un label et qui a su mobiliser une partie de l'opinion autour de la candidature de l'opposition en 2018. Dans une correspondance datée du 31 mars, Martin Fayoulou, encore coordonnateur en l'exercice de la MOCA, avait annoncé qu'Adolphe Mouzito et son parti Nouvel Élan s'étaient volontairement retirés de la coalition d'opposition. Or, le camp Mouzito a également menacé samedi 1er avril d'éradier Martin Fayoulou s'il ne passe pas les flambeaux d'ici le 11 avril à Adolphe Mouzito. Rien ne va entre les deux hommes, restés seuls maîtres à bord de la plateforme après le départ, entre autres, de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et autres. En octobre 2022, Adolphe Mouzito passe le flambeau à Martin Fayoulou pour un mandat de 6 mois sur fond de divergences. Adolphe Mouzito s'opposait au rapprochement entre Martin Fayoulou et les camps de l'ancien président Joseph Kabila. Depuis, les deux personnalités se sont davantage éloignées. Il y a une stratégie de vouloir nous accuser gratuitement dans l'opinion de manière à rester le seul maître à bord de la MOCA, dit Blanchard Mongomba. Nous disons qu'il ne peut pas se prendre pour un super-homme au sein de la MOCA, c'est un leader comme tous les autres leaders. Alors que les proches de Martin Fayoulou accusent Mouzito de s'être rapproché de l'actuel pouvoir, le concerné dément. Il a même confirmé sa candidature à la prochaine présidentielle. Alors que Nouvel Élan veut de l'auto-exclusion de Mouzito et de son parti politique, en revanche, Martin Fayoulou, il a procédé depuis samedi dernier à la passation du bâton de commandement au professeur Mathieu Kalele, qui selon Nouvel Élan n'est même pas membre du présidium de la MOCA. Le camp
Muzito qualifie cet acte de rébellion contre la convention de la plateforme. Nous assistons au processus de l'implosion de la Mouka, au point que le camp Fayulu a créé une structure pour l'observation électorale et la coordination des opérations électorales. Coel et le camp Muzito en a aussi mis en place l'autre, le comité de suivi, de surveillance des opérations électorales et de lutte contre la fraude électorale, CSOL, tout en acquisant mutuellement de la mise en place des structures non prévues dans les textes fondateurs de la Mouka. Celles-ci ont formulé des observations à la Commission électorale nationale indépendante qui, elle aussi, a répondu tout en signalant que la plateforme La Mouka n'est pas dûment enregistrée au ministère de l'Intérieur. Les observateurs avertis qui suivent la politique congolaise de près pensent qu'en face d'une union sacrée qui s'est restructurée autour du président de la République avec la signature de sa charte, l'opposition n'aura de chance de faire tête au camp Tshisekedi que si elle se mettait d'accord autour d'une candidature. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré le centre hospitalier ultramoderne du camp Tchachi, destiné aux éléments de la garde républicaine, à leurs dépendants, ainsi qu'aux populations riveraines souhaitant s'y faire soigner. Cet hôpital comprend des services d'hémodialyse, d'imagerie médicale, un bloc opératoire, un laboratoire d'analyse, des chambres d'hospitalisation et un auditoire. Patrick Ilunga aux commentaires. Dans une République démocratique du Congo, toujours en quête de mettre en place la couverture santé universelle, c'est un pas considérable, surtout pour cette unité de l'armée que la garde républicaine, mais également les citoyens ordinaires résidant dans les parages du camp Tchachi. Cet hôpital moderne, qui est fait sur des standards internationaux, a été conçu pour recevoir des cas difficiles nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Selon les spécialistes, dans la classification, l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp Tchachi est placé à l'échelle tertiaire, c'est-à-dire qui offre des services médicaux continus assurés par des spécialistes en médecine d'urgence et par des omnipraticiens. Une réalisation saluée par le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi. Depuis Bel-Lirette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Plusieurs autres personnalités, dont le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, ont salué cette réalisation de haute portée qui va faciliter l'accès aux soins de qualité à la garde républicaine et à bien d'autres citoyens. Cet établissement hospitalier dispose de beaucoup de services allant de la dialyse, l'imagerie médicale, la lithotripsie, la mammographie, la banque de sang, la microbiologie, l'ophtalmologie, ainsi de suite. L'hôpital dispose également d'une autonomie garantie en énergie électrique qui sera assurée par 2 générateurs de 500 kVA. L'hôpital dispose d'un personnel soignant composé à 100% de médecins militaires. L'hôpital a la capacité d'accueil de 150 lits avec un pavillon VIP, mais également une morgue de 80 places avec des compartiments individuels. Ajoutez à cela un espace funéraire en cours d'aménagement. L'établissement hospitalier militaire du camp Tchachi fait partie des ouvrages du programme de 100 jours lancé par le président Félix Tshisekedi en mars 2019. La femme doit être une force motrice de production à part entière. C'est en somme le souhait de Nénette Binene, fondatrice de la fondation qui porte son nom, est allée à la rencontre des femmes dans la commune de Massina avec un message particulier. La femme congolaise doit se mettre debout pour le relèvement de la nation. Toujours avec Patrick Ilunga.
Pour la fondation Binene Nénet, il faut que la femme, porteuse de vie, se remette debout afin que toute la nation se remette la tête dans le sens de la bonne marche, la femme étant le pilier de la famille et de la société. À Massina, dans le quartier Petro-Congo, devant des hommes, mais surtout devant la gente féminine, la conscientisation de Nénette Binene a été précise. Si une femme ne construit pas la maison, cette maison n'avancera pas. C'est la femme qui porte un enfant pendant 9 mois. Nous sommes celles qui ont donné naissance aux autorités du pays. Si la femme s'élève, le pays va s'élever aussi. En tant que femme, je pris la résolution de me lever pour la nation. La femme d'ordinaire célébrée au mois de mars doit ainsi aller au-delà de cette période de l'année pour impacter la société. La fondation Binene Nénet se bat pour que la femme ne soit plus vue seulement sous l'angle de la maternité. Pour rendre la gente féminine utile à la société, la fondation dispense des formations et des encadrements au bénéfice de filles mères. Cette fondation dispose également d'une école, d'un hôpital, mais surtout d'une plantation pour initier la femme à l'agriculture et au travail de la terre. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Faisons place à la page internationale. Dans le cadre de son offensive contre les groupes armés terroristes qui occupent certaines parties du territoire national et sèment la désolation, le gouvernement burkinabé a mis en place un centre national d'appel. Ce dernier a pour objectif de gérer les alertes relatives au terrorisme, à la criminalité organisée et à la bonne gouvernance dans le pays. Edouard Funda. Afin de mieux suivre les mouvements des groupes armés terroristes au Burkina Faso, le gouvernement a procédé à la mise en place d'un centre national d'appel. Selon les informations officielles, ce centre devrait permettre de signaler tout fait suspect entrant dans le cadre du terrorisme, de la criminalité, organiser et dénoncer les cas de malversation des ressources publiques et de malgouvernance dans le pays. Une situation qui devrait permettre de renforcer la lutte contre le terrorisme et promouvoir la bonne gouvernance. En avril 2022, les autorités burkinabées avaient annoncé un plan de réinsertion sociale des terroristes repentis. Ceci à travers la mise en place de comités locaux de dialogue avec des terroristes. Placé sous la tutelle technique de la présidence du Burkina Faso, le centre d'appel national est aussi à l'écoute des combattants terroristes désirant déposer les armes. La crise sécuritaire que le Burkina Faso connaît depuis 2015 a occasionné un déplacement massif des populations, soit près de 2 millions de personnes confrontées à des problèmes humanitaires. Face à cette situation, l'armée burkinabé effectue depuis le mois de mars 2023 des frappes aériennes sur les positions des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Je l'ai dit au sommaire, les BRICS dépassent pour la première fois le G7 en termes de contribution au PIB mondial. En parité de pouvoir d'achat, ce poids économique grandissant du groupe des BRICS s'explique essentiellement par la forte croissance économique qu'enregistrent la Chine et l'Inde et pourrait se renforcer davantage durant les années à venir avec l'élargissement du bloc à de nouveaux pays. Toujours avec Edouard Funda. Le groupe des 5 pays émergents connus sous l'appellation des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a désormais un poids économique plus important que celui du groupe des 7 pays les plus industrialisés de la planète, G7, qui comprend les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, selon les données publiées par le cabinet de recherche britannique Econ Macron Consulting et relayées par l'agence Ecofin. En 2020, la contribution du bloc des BRICS au produit intérieur brut mondial a atteint 31,5% contre 30,7% pour les G7 en parité de pouvoir d'achat, a-t-on ajouté, de la même source. Ce changement majeur a été notamment favorisé par la forte croissance économique qu'enregistrent la Chine et l'Inde. La contribution du groupe des pays émergents au PIB mondial devrait se renforcer durant les prochaines années, surtout avec l'élargissement du bloc des BRICS à de nouveaux pays. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud au sein du groupe BRICS,
d'Afrique, Anil Sokol, avait dénoncé en février dernier que plus d'une douzaine de pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, l'Argentine, la Turquie, l'Iran ou encore l'Algérie, ont exprimé leur intérêt pour une adhésion à ces blocs. Parmi ces pays, 4 ont déjà déposé officiellement des demandes d'adhésion, notamment l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et l'Iran. Malgré leur important poids économique et démographique de 3,2 milliards de personnes, les pays membres du groupe des BRICS ne disposent actuellement que de 15% des droits de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Le groupe qui a créé en 2014 sa propre banque de développement pour tenter de bousculer l'architecture financière mondiale dessinée par les accords de Bretton Woods réclame depuis quelques années un rôle plus important dans les organes de gouvernance mondiale et le passage de l'ordre mondial unipolaire, instauré dans la foulée de la guerre froide, à un ordre multipolaire. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sur Géopolis Télévision. Les journaux parus ce lundi 10 avril dans la ville de Kinshasa sont plus revenus sur les malentendus de la plateforme de l'opposition Lamuka entre le camp Martin Fayoulou et le camp d'Adolphe Muzito, mais aussi de la position de l'église catholique réaffirmée ce dimanche pascal par le cardinal Fridolin Ambongo sur la loi Tiani. D'abord, Géopolis qui titre sur sa manchette les propos du député national Jean-Marie Lukulassi concernant le regain du phénomène Kuluna à Kinshasa. Cet élu national dit avoir découvert que c'est la drogue qui détruit les jeunes qui font le Kuluna. Quand ils sont recrutés dans sa structure G24, il y a d'abord la catégorisation qui est faite et ensuite il est remarqué que 80% de ces enfants sont drogués, dit M. Lukulassi dans une interview exclusive accordée au tri-hebdomadaire Géopolis. Alors, poursuit-il, pour trouver la solution, il nous faut des centres de désintoxication, chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Concernant la brouille dans la Mouka, la prospérité titre « La Mouka, Fayoulou passe le fagnon à Mathieu Kalele Kabila ». Les quotidiens répondent sur ces colonnes les mots de circonstance du coordonnateur sortant Martin Fayoulou qui dit continuer à exiger l'organisation des élections transparentes, impartiales et apaisées. Pour cela, indique-t-il, nous avons besoin d'un fichier électoral crédible qui reflète la démographie de la population congolaise dans les 26 provinces du pays. Une passation des bâtons de commandement qui ne passe pas. Nouvel élan, forum des Assa titré La Mouka, rébellion signée Martin Fayoulou. Selon le journal, le leader de l'ECD ignore Nouvel élan et passe le témoin à Mathieu Kalele alors que le parti Cher Muzito organise la cérémonie de reprise de la coordination ce mardi 11 avril, selon un communiqué de presse publié ce dimanche 9 avril, dans lequel Nouvel Élan dénonce la rébellion fomentée par Martin Fayoulou contre la convention de la Mouka. Pour Econews, la Mouka est au bord de l'implosion. Une guerre est déclarée entre Fayoulou et Muzito. Le journal a pour sa part fait savoir que, entre Martin Fayoulou de l'ECD et Adolphe Muzito de Nouvel Élan, la bataille est rude pour le contrôle de la plateforme La Mouka. En excluant unilatéralement Adolphe Muzito de la Mouka, Martin Fayoulou a suscité une levée des boucliers au sein de Nouvel Élan. Le divorce vient d'être totalement consommé avec la nomination par Martin Fayoulou du prof Mathieu Kalele Kabila à la coordination de la plateforme. La loi Tiani, Ambongo dit non à la proposition de la loi sur la congolité, peut-on lire sur la manchette d'Africa News. Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, demeure vent debout contre la proposition de loi dite de père et de mère, inscrite dans l'agenda de la session de mars à l'Assemblée nationale, lit-on dans le journal. Il s'y est farouchement opposé dans son message aux fidèles catholiques de Kinshasa à l'occasion de la fête de Pâques en ce terme. En ce moment singulier de l'histoire de notre pays, nous avons un urgent besoin des gestes et des lois qui nous rapprochent plus que des actes et des dispositions qui nous dressent les uns contre les autres, a dit le prélat. Congo Nouveau pour sa part rapporte cet extrait du message de Pâques de cardinal Ambongo qui indique qu'au lieu de nous focaliser sur l'examen d'une loi qui nous divise, soutient l'homme de Dieu, nous ferions plutôt mieux de nous resserrer les coudes pour déceler les jeux funestes des ennemis de notre patrie avec leur velléité de balkanisation de notre pays. Selon le journal, l'Église catholique est parmi ces structures qui luttent pour que cette loi ne soit pas soumise à l'examen au Parlement. Le tabloïd revient sur la déclaration de la Senko au début du mois d'avril qui a dit que cette loi menace la cohésion nationale et son vote risquerait de déstabiliser complètement les institutions du pays et diviser le peuple, avait laissé entendre le monseigneur Donatien Cholet. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, place au rappel des titres.
Des tendances divergentes ont été observées dans le chef de l'opposition. C'est le cas de la plateforme politique Lamouka, où Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito sont à couteau tiré. Et puis, pour la première fois, le G7 est dépassé par les BRICS en termes de contribution au PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Ceci s'explique par la forte croissance économique qu'enregistrent la Chine et l'Inde. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.